durcissement à propos de la Nouvelle-Calédonie. Bernard Ponce lance un avertissement au FLNKS pour qu'il n'organise pas sa marche à travers le territoire. Le sida, 56 000 cas dans le monde. L'Afrique est l'une des régions les plus touchées. L'enquête d'Antenne 2 dans 6 pays d'Afrique. À quoi passez-vous votre temps? L'INSEE répond et présente le français moyen, heure par heure. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, horaire inhabituel pour cette édition, pour cause de football. Dans 40 minutes maintenant, Allemagne-France, en direct de Berlin, en direct sur Antenne 2, commenté par Bernard Père et Roger Piantoni. Un match sans enjeu véritable pour l'équipe de France. Je veux dire qu'il ne compte pas pour un championnat d'Europe ou pour une Coupe du Monde. Nous sommes dans une période de transition pour le football français. Il s'agit de trouver une nouvelle grande équipe de France. Alors Bernard Père, vous êtes à Berlin, au stade olympique. Comment se présente ce match, Bernard ? Eh bien oui Hervé, ce match de rentrée de l'équipe de France contre l'Allemagne ici à Berlin est un peu le match de la peur. Et puis c'est un match qui rappelle de mauvais souvenirs, le souvenir de Séville par exemple ou celui de Guadalajara où par 2 fois les Allemands ont barré la route de la finale de la Coupe du Monde aux Français. Et puis ce match, c'est aussi le match sans Giresse, sans Platini, sans Tigana, sans Bossis, sans Rocheteau, bref, sans les joueurs qui ont fait la gloire de cette équipe de France. Alors que vont faire les jeunes Français face à l'ogre allemand? C'est la question que l'on peut se poser, Roger. Bon, ça sera très difficile certainement, mais disons également que les équipes internationales de haut niveau ne seraient pas favoris en rencontrant les Allemands sur leur terrain. Quant à l'équipe de France, eh bien, elle est à la recherche d'un nouveau style actuellement, grâce aux nouveaux joueurs, grâce à la personnalité de ces joueurs-là. Il faut penser qu'ils vont très vite retrouver ce style qui fait la force des grandes équipes, et ce match est fait pour ça. Alors ce match est fait aussi pour préparer la Coupe du Monde, des matchs de qualification de la Coupe du Monde de l'année prochaine. Alors on ne regardera pas trop le résultat en espérant quand même un petit miracle. Pourquoi pas, les Français pourraient peut-être battre les Allemands. Mais on surveillera surtout des garçons comme Eric Cantona qui fera ses grands débuts au centre de l'attaque française. C'est un des grands espoirs du football français. En tout cas, on se retrouve vers 20h10 pour suivre en direct cette rencontre entre l'Allemagne et la France. A tout à l'heure Bernard, début de la retransmission, vous l'avez dit, 20h10, mais attention, si vous êtes amateur de foot, restez avec nous, car à la fin de cette édition du journal, un cadeau, un hommage à Michel Platini. Vous pourrez voir tous ses buts en équipe de France, il y en a 41, alors bien sûr, à vos cassettes. La Nouvelle-Calédonie, nouvelle tension entre le FLNKS et le gouvernement français. Dans un mois juste, la Nouvelle-Calédonie va se prononcer sur son avenir par un vote. Les indépendantistes du FLNKS ont déjà décidé de boycotter ce vote. Ils veulent aussi organiser une grande marche pacifique à travers le territoire. Bernard Ponce, secrétaire d'État au Dom-Tom, l'a déjà interdite. Ce matin, il a lancé un avertissement au FLNKS. Le FLNKS a 2 possibilités. Soit de trouver un autre terrain de contestation, soit d'aller à une situation d'affrontement, ce qui n'est pas exclu. Mais s'il veut aller à une situation d'affrontement, il faut savoir qu'il en assumera la responsabilité et qu'il trouvera en face de lui un dispositif qui permettra de faire respecter, je le répète, les décisions prises par le gouvernement. Je sais bien que le FLNKS a appelé aux abstentions par ce qu'il appelle le boycott. Mais cela veut dire ou bien qu'il se désintéresse de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ou bien qu'il n'est pas très sûr de l'indépendance ou du type d'indépendance qu'il réserve aux Calédoniens, ou bien cela veut dire surtout qu'il a peur d'être très largement minoritaire. Une réaction de Jean-Marie Djibaou, le leader du FLNKS, dans Paris Match aujourd'hui à propos des marches interdites. C'est une mise en scène établie de connivence avec le RPCR, dit M. Djibaou, qui ajoute de toute façon la paix, ça ne se décrète pas. Le problème de la Nouvelle-Calédonie est loin d'être réglé, c'est vrai. 2 communautés principales cohabitent difficilement, vous le savez, les Kanaks et les Caldoches, mais ce ne sont pas les seules communautés. Explication de ce kaléidoscope calédonien, Rachid Arabe, Patrice Dutertre. Mission d'entraînement pour des parachutistes français en Nouvelle-Calédonie. L'armée compte ici plus de 6000 hommes. Des effectifs qui seront encore renforcés pour le référendum avec l'arrivée de gendarmes et de CRS. La présence militaire en Nouvelle-Calédonie est pacifique, dit l'état-major de l'armée, qui insiste sur le rôle humanitaire des soldats dans la brousse.
travaux de terrassement ou tournées médicales par exemple. Les indépendantistes, eux, parlent plus volontiers de quadrillage du territoire à des fins politiques. Pour l'instant en tout cas, le calme est revenu sur toute l'île, du moins en apparence. Plus de barrages sur les routes, plus de jets de pierre contre les forces de l'ordre, le FLNKS cherche plutôt à mobiliser ses militants pour manifester pacifiquement avant le référendum du mois prochain. Côté Caldoche, un semblant de vie normale a repris, mais les anti-indépendantistes sont prêts eux aussi à défiler dans le pays pour défendre leur point de vue. Entre les deux principales communautés de Nouvelle-Calédonie, les liens sont donc presque coupés aujourd'hui. Les Kanaks, 42% de la population, sont appelés par les indépendantistes à boycotter le prochain référendum. Les Européens, qui représentent eux 37% des habitants de l'île, se prononceront certainement en masse pour le maintien au sein de la République française, comme le feront probablement les autres communautés de l'île. Les Wallisiens, les Polynésiens, les Vietnamiens, tous ceux dont on parle moins, mais qui représentent près de 30 000 habitants sur les 150 000 que compte l'île. Un kaléidoscope calédonien qui ressemble à un véritable casse-tête. La guerre du Golfe et tout d'abord les prolongements diplomatiques. L'Iran ne veut pas se prononcer sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution, je vous le rappelle, exige un cessez-le-feu immédiat de la guerre entre l'Iran et l'Irak. L'Iran se dit prêt à coopérer, mais dénonce la résolution. Jean-Marc Ilouz à Washington. À l'inverse de l'Irak, l'Iran aura donc attendu la dernière minute pour remettre sa réponse au secrétaire général des Nations Unies. Une réponse qui vaut son pesant d'ambiguïté. L'Iran ne rejette pas officiellement, comme il l'avait pourtant crié sous tous les toits, la résolution adoptée à l'unanimité par 5 grandes puissances le mois dernier aux Nations Unies. Il ne la rejette pas, mais il ne l'accepte pas non plus. Toujours pas question pour l'Iran d'accepter un cessez-le-feu décrété par une institution qu'il juge partiale et qui ne condamnerait pas d'abord l'Irak. Mais pas question non plus de dire totalement non, de se laisser mettre au banc de la communauté internationale et de fournir ainsi des arguments aux États-Unis qui veulent adopter ou faire adopter une nouvelle résolution qui, celle-là, condamnerait l'Iran. Voilà pourquoi l'Iran ne claque pas la porte, la laisse entrouverte à une négociation, mais rien ne dit que le secrétaire général des Nations Unies accepte cette solution à la carte. L'Irak et les États-Unis ont déjà dit non. Alors vous le voyez, loin des eaux du Golfe, aux Nations Unies, les grandes manœuvres continuent. Sur le terrain, on a découvert une nouvelle mine à la sortie du Golfe, près de Fougera, dans les Émirats Arabes Unis. Cela justifie la décision française d'envoyer dans l'océan Indien je crois que chasseurs de mines. Il s'agit du Canto et du Garigliano. Ces deux unités sont basées à Toulon et elles vont partir très prochainement. Les États-Unis se sont félicités de cette décision française et aussi de la décision britannique, car les Anglais, on le sait depuis hier, vont envoyer plusieurs bateaux dans le Golfe cette fois. Le Tchad, la France a précisé sa position dans ce conflit qui oppose, vous le savez, le Tchad à la Libye à propos de la bande d'Aouzou. Pas d'intervention directe dans le conflit, c'est la position de la France, mais un avertissement tout de même aujourd'hui aux Libyens. S'ils attaquent, la France se réserve le droit d'agir militairement, c'est ce qu'a dit M. André Giraud, le ministre de la Défense tout à l'heure. L'ambassadeur de Libye en France était l'invité d'Antenne de Midi. Il affirme dans cette affaire que c'est le Tchad qui est l'agresseur. Quand il est agressé, je crois que c'est du devoir d'un État de se défendre. Et se défendre, ça signifie de frapper l'ennemi, l'agresseur, pour ne pas continuer dans son agression et pour mettre fin à cette agression. Ce que la Libye est en train de faire. Actuellement, nous l'avons déclaré à maintes reprises, s'il y a une attaque quelconque contre toute position libyenne, ce sera une déclaration de guerre. C'est un territoire qui fait partie intégrante de la Libye. Et je vais vous dire une chose, peut-être tout le monde l'ignore. Vous savez, en 1951, le 24 décembre, quand l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l'indépendance de la Libye, la carte qui a été jointe à cette déclaration, cette bande fait partie intégrante du territoire libyen proclamé indépendant de la Libye. Et je crois que la France, à cette époque-là, était membre du Conseil de sécurité. Nous, actuellement, nous sommes agressés, nous sommes obligés et de notre devoir de nous défendre. Le sida, avec ce chiffre inquiétant publié par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hier, 56 000 cas de sida recensés dans le monde. L'une des régions les plus touchées, on le sait, c'est l'Afrique. Le problème est d'autant plus dramatique que l'Afrique n'a pas les moyens de se soigner. Alors l'OMS lance une campagne avec l'association France Liberté pour trouver des fonds. Voici le constat mené par Dominique Nasplez et le docteur Crozy. Constat mené dans 6 pays d'Afrique
parmi les plus touchés. Notre enquête a commencé ici, à Brazzaville, au Congo. Le premier médecin à nous ouvrir les portes de son service est le professeur Itoa. En moyenne, sur les 120 lits de son service, une vingtaine sont occupés en permanence par des malades du sida qu'il ne pourra pas soigner. 15 à 20 cas par semaine. Là, aujourd'hui, par exemple, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Rien de commun dans cet hôpital, avec les moyens dont on dispose à Paris, par exemple, pour traiter les malades du sida. L'hôpital manque de tout, de seringues, de médicaments. On dit même que le coût annuel de traitement d'un cas de sida à San Francisco est à peu de choses près le budget annuel d'un hôpital africain. C'est pas tout à fait ça. On aimerait avoir mieux que ça. Pour ces médecins qui chaque jour doivent faire face à cette épidémie avec si peu de moyens, il est difficile de résister au désespoir. De nombreuses évaluations considèrent que dans les 5 années à venir, plusieurs centaines de milliers de personnes mourront du sida, comme ces malades que nous avons rencontrés. Mais le vrai problème auquel la plupart des pays d'Afrique sont confrontés déjà aujourd'hui, c'est la population de séropositifs. Pour le docteur Crozy, biologiste et spécialiste du sida tropical, qui nous a accompagnés tout au long de cette mission, c'est la première conclusion importante. C'est très préoccupant, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on peut connaître nous en Europe. Les taux de séropositivité qu'on a rencontrés dans les pays où nous sommes allés allaient de 7 à 30% de la population générale, ce qui sont des chiffres énormes. Quel est, à titre indicatif, le taux de séropositivité dans la population française, par exemple? En France, les taux de séropositivité vont de 0,02 à 0,04%. Ces taux de séropositivité surprenants d'est en ouest de l'Afrique pourraient bien, dans les prochaines années, mettre en péril l'équilibre démographique de tout un continent. D'autant que les populations à risque sont en train de changer. Des nouvelles populations à risque, c'est pas vraiment ce qu'on peut dire. En fait, c'est des gens qui sont particulièrement exposés de par leur façon de vivre. Mais c'est toujours des gens, des hétérosexuels. En particulier, donc, on a vu les prostituées, qui représentent une population exposée extraordinaire, parce que nous avons rencontré un taux de séropositivité qui allait de 25 à 80% dans certains cas. On a vu en Ouganda une étude qui avait montré que chez les camionneurs, il y avait un pourcentage de séropositivité de 33%, ce qui est énorme. Sans être inutilement alarmiste, on peut reconnaître que l'Afrique entière est sous la menace du sida et que plus que jamais, nous devons être solidaires pour faire face à cette épidémie. Sans transition maintenant, les informations économiques avec les chiffres de la bourse. Une bourse morose depuis une quinzaine de jours. À Paris, aujourd'hui, l'indice des valeurs françaises s'est stabilisé, mais après une baisse de plusieurs jours. Pendant ce temps-là, à New York, Wall Street, de son côté, bat des records de hausse. À Paris, donc, la baisse des valeurs commence à affecter aussi les sociétés récemment nationalisées. Certaines, bien sûr, résistent mieux que d'autres. Françoise Joly. Saint-Gobain au zénith, ses heureux actionnaires ont gagné 50% en 8 mois. En revanche, ceux qui se sont ouverts les portes de la Société Générale n'ont empoché qu'une plus-value de moins de 5%. Mais la privatisation de cette banque ne date que de 2 mois. Et depuis, c'est toute la bourse qui a piqué du nez. Paribas, la Sogénal et Havas ont été ébranlés par cette morosité avec des gains ramenés à environ 8%. Si l'on retire 2% de frais de commission, plus les différentes taxes sur les transactions et la gestion des titres, on arrive à des plus-values assez limitées. D'autres font beaucoup mieux, comme le CCF, plus 28%, ou la CGE, plus 18%. Peut-on pour autant parler de déception pour les 4 millions de petits actionnaires et en conséquence de risque de désintérêt pour les prochaines privatisations? Le gouvernement ne le pense pas. Édouard Balladur a souvent répété que la bourse n'était pas un casino, mais un placement à risque. Pour les privatiser comme pour les autres actions, il y a de bonnes et de moins bonnes affaires. On ne gagne pas à tous les coups. Si vous me voyez, si vous êtes sur Antenne 2 en ce moment, c'est que vous regardez la télévision. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Savez-vous cependant combien de temps les Français regardent la télévision chaque jour? Près de 2 heures, 1 heure 3 quarts précisément. C'est l'une des conclusions d'une étonnante enquête menée par l'INSEE. À quoi les Français passent-ils leur temps? Eh bien, regardez les explications données par Gérard Leclerc avec la complicité de Gus. L'emploi du temps d'un Français, c'est d'abord un grand trou noir. 9 heures de sommeil, auquel il faut ajouter 1 heure et demie de repas et 1 heure de toilette.
Au total, un temps physiologique qui occupe pratiquement la moitié de la journée, mais sur lequel nous avons rogné 12 minutes en 10 ans. L'activité professionnelle ne représente que 3h30 par jour. Il s'agit bien sûr d'une moyenne qui intègre les inactifs, les retraités et les chômeurs. C'est tout de même une demi-heure de moins qu'en 1975, mais il faut y ajouter 30 à 40 minutes de transport quotidien. Si les hommes passent un peu plus de temps au bureau ou à l'usine, ils laissent toujours à leur épouse l'essentiel des tâches domestiques. Papa bricole et donne un coup de main pour les courses et la vaisselle, 1h30 par jour environ, en léger progrès. Mais maman passe plus de 3h30 dans sa cuisine ou à s'occuper des enfants. Enfin, l'essentiel de la bonne demi-heure gagnée sur le sommeil et le travail est consacré à la télévision qui passe loin devant les autres loisirs. Les Français lui consacrent 1h03 par jour contre une petite demi-heure pour la lecture, un quart d'heure pour les promenades et la pêche à la ligne, 10 minutes pour les spectacles, 8 pour la pratique d'un sport et seulement 5 minutes pour la réflexion, tout de même mieux loti que les 2 minutes de prière quotidienne. Au fait, s'ils ne réfléchissent que 5 minutes par jour, à quoi pensent les Français durant les 920 minutes où ils ne dorment pas? Dans l'actualité internationale encore, l'Afrique du Sud, la grève des mineurs continue. Pour l'instant, c'est l'impasse. Tout à l'heure, on a appris que 78 mineurs avaient été arrêtés. Il s'agit de syndicalistes arrêtés par la police. D'autre part, l'une des compagnies minières a lancé un ultimatum aux grévistes. Reprise du travail ce soir, sinon ils seront licenciés. En Haïti, c'est une grève générale à laquelle le pays est confronté, plus ou moins suivi, même si la tension est permanente dans ce pays. Assassinats de paysans, manifestations. Et puis en ce moment même, les lycéens à leur tour manifestent en boycottant les examens, notamment le bac. Reportage de nos envoyés spéciaux, Gérard Beaufils, Yves Breu. Le Conseil national de gouvernement, présidé par le général Nanfi, attendait beaucoup du baccalauréat. Un examen différé déjà depuis 2 mois, en raison des événements. Une épreuve qui devait marquer le retour à l'ordre dans le pays. Selon les sources officielles, plus de 80% des lycéens ont suivi le mot d'ordre de boycott lancé par les partis d'opposition, tandis que le monde du travail observait une nouvelle journée de grève générale et que des incidents étaient signalés à Port-au-Prince, la capitale, et dans les provinces. L'exaspération de la population, qui réclame le départ du régime militaire en place depuis l'exil de Jean-Claude Duvalier, se matérialise donc de jour en jour en Haïti. Nous voulons qu'il y ait un changement dans le pays, afin que tout le monde peut vivre d'une façon normale, comme tous les pays. Ça implique que le gouvernement doit partir? Oui. C'est normal. Il faut qu'il parte. Pour qu'il y ait un changement, il faut que le gouvernement parte. Le peuple même veut la démocratie. C'est le gouvernement qui ne veut pas la démocratie. Vous pensez qu'il y aura des élections? Oui. Si le gouvernement parte, il y aura quand même une bonne élection. Le calendrier électoral prévu par la Constitution sera-t-il respecté? Les élections de novembre, déjà repoussées d'1 mois, auront-elles vraiment lieu un jour? Aucun parti politique n'est en tout cas capable actuellement de mobiliser les foules d'affamés qui s'entassent dans les bidonvilles comme ici, à la cité Carton, près de Port-au-Prince. Un jour de grève, c'est aussi pour ces déshérités peut-être un jour de moins à vivre. Et dans ces conditions, la tentation est grande pour les militaires de ne plus jamais abandonner le pouvoir aux civils. Tension aussi en Corée du Sud, 2500 manifestants dans les rues de Séoul, ils réclamaient le retour à la démocratie. Et puis hier, des affrontements dans les mines encore, 23 blessés, une contestation qui s'étend à tout le pays. Michel Monponté. Grévistes musclés contre régime politique musclé, la crise sociale s'étend à tous les grands secteurs de l'industrie sud-coréenne. Après la construction navale d'où est parti le mouvement il y a 5 semaines, ce sont aujourd'hui le charbon, le textile et l'automobile qui cessent le travail et manifestent dans la rue. Les 4 secteurs les plus productifs du pays sont aujourd'hui paralysés. Les ouvriers revendiquent bien sûr des augmentations de salaire, mais surtout de véritables syndicats libres dans un pays où les lois sont telles qu'il est pratiquement impossible de faire grève sans tomber dans l'illégalité. Cette flambée sociale remet en cause les bases mêmes du régime autoritaire de M. Chung Do-hwan, le chef du gouvernement sud-coréen. Les slogans des ouvriers rejoignent aujourd'hui ceux des étudiants qui contestaient violemment le régime en juin dernier. Or, la rentrée universitaire aura lieu dans 30 jours et la hantise du chef du gouvernement sud-coréen, c'est de voir ouvriers et étudiants unis manifester ensemble.
Les accidents de l'été encore. En montagne, 2 alpinistes français découverts morts au-dessus de Zermatt et 4 autres qui ont été blessés en Suisse également. Au même moment, l'affaire du Mont Blanc a trouvé une conclusion, heureusement. Il s'agissait de ce couple qui voulait gravir le Mont Blanc avec ses 2 enfants, dont un âgé de 2 ans seulement, le voici. L'opinion s'est émue, les autorités s'y sont opposées et finalement les gendarmes les ont convaincus. La mère et l'enfant sont redescendus tout à l'heure du refuge de la Tête-Rousse à 3000 mètres d'altitude. Les sports, fin de l'Admirals Cup avec le Fastnet, c'était la dernière épreuve. L'Admirals Cup, c'est le championnat du monde de course au large. La France termine à une honorable 7e place. Les 3 bateaux français, Centurion, Xerius et Quorum ont fait un bon Fastnet. Ce sont les Néo-Zélandais qui sont champions du monde. Francis Marotto. Admirals Cup, dernière épreuve, le fameux rocher du Fastnet. Et place nette pour les Néo-Zélandais qui remportent donc l'Admirals Cup pour la première fois de leur histoire. Des Kiwis bien préparés avec 3 bateaux, Propaganda, Goldcore et Kiwi justement, qui terminent respectivement 4e, 11e et 20e de cette ultime épreuve. En fait, leur bateau leader, le Propaganda, avec Pivon Woolley comme skipper, Peter Lester à la barre, est composé d'un équipage issu du fameux Kiwi Magic, ce bateau qui a connu un gros succès lors de la dernière Coupe de l'America. D'ailleurs, Propaganda remporte également le titre de meilleur bateau de l'Admirals Cup 87. Mais la victoire du jour pour un Irlandais, l'Irish indépendant, qui termine premier au terme d'une épreuve longue de 650 000. Enfin, les Français, ils occupent la 7e place du classement général, grâce surtout à la réussite de Centurion, 5e au Fastnet, et Xerius, 7e bateau, a passé l'arrivée à Plymouth. Et au classement général, derrière la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, l'Australie et l'Irlande terminent aux places d'honneur. Le sport, c'est encore le football. Dans un instant, donc, avec notamment notre surprise du jour, les 41 buts de Platini en équipe de France, donc avant le match Allemagne-France. Alors, auparavant, voici les pronostics du tiercé. C'est pour Deauville demain. Pronostic de Pierrette Bresse. As, 13, 15, 9, 4, 5, 11... et 14. Et puis il reste à parler bien sûr de la météo, c'est le rôle de Sophie d'avant. Sophie, un peu de soleil aujourd'hui, ça va continuer? Oui, et puis le thermomètre se réveille enfin pour nous offrir des températures élevées, à l'exception toujours des côtes de la Manche et du Nord où le ciel restera nuageux. Regardez l'image satellite, une image sombre, ceci correspond à un anticyclone qui va nous protéger demain. Et autour de cet anticyclone s'enroulent des perturbations qui viendront effleurer les côtes de la Manche et le Nord. Regardez la carte du temps prévue pour demain. La carte du temps prévue pour demain, voilà, que nous allons voir tout de suite. Vous allez voir, nous retrouvons des nuages sur la Bretagne, sur les côtes de la Manche et les Ardennes, des nuages qui pourront donner de faibles pluies. Partout ailleurs, et bien après dissipation des brumes matinales, le soleil brillera et puis des orages se développeront sur les Pyrénées, le sud du Massif central, les Alpes et la Corse en soirée. Des orages qui ne devraient pas être violents. Les températures prévues pour demain, ça c'est la nouvelle, elles augmentent. À part à Brest et à Cherbourg où il ne fera que 22 degrés, nous irons quand même jusqu'à 30 degrés sur la moitié nord, 30 degrés à Bourges, 28 degrés à Paris et de 28 degrés à Limoges jusqu'à 35 degrés sur la moitié sud. Il fera 35 degrés à Nîmes ainsi qu'à Agen et à Toulouse. Vous voyez, ça devient vraiment des températures très agréables, tout à fait conformes aux normales saisonnières. Demain, nous serons le jeudi 13 août. Il y aura 3 minutes de soleil en moins, un soleil qui se lèvera à 6h41, qui se couchera à 21h09 et bonne fête aux Hippolytes. Tiens donc, je n'ai pas d'Hippolyte dans mes amis. Merci Sophie. Voilà, fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est le dernier journal. Ce sera vers 23h30 ce soir, présenté par Jacques Merlino. Demain, les rendez-vous, Télématin 6h45, Roger Zabel et toute son équipe. Antenne de midi, 13h, Patricia Charnelet. Je vous retrouverai pour 20h. Excellente soirée à tous sur Antenne 2 avec le foot.